Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue dans cet épisode bonus où nous allons aujourd'hui avoir une super belle discussion ensemble. Et en fait, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'intituler cet épisode-ci « De la conception à la croissance, mon parcours d'entrepreneur ». Je vous ramène un peu dans le temps. Au début de l'année, je vous ai partagé un sondage pour lequel j'ai eu un très, très haut taux de réponse et dans lequel j'ai reçu plusieurs questions. Je vous ai déjà répondu à plusieurs questions qui étaient plus liées à ma vie personnelle. Donc ça, j'ai déjà fait un épisode bonus sur le sujet. Je vais mettre le lien dans les show notes. Et je vous reviens avec une partie 2, un genre de Q&A encore une fois, mais cette fois-ci, j'ai vraiment sélectionné les questions que vous m'avez posées qui étaient vraiment liées à mon parcours d'entrepreneur. Donc, sachez que cet épisode-ci, je pense qu'il va y avoir une très, très grande richesse derrière ça, même si vous n'êtes pas entrepreneur, parce que vous savez, mon contenu ne s'adresse pas exclusivement aux gens qui sont chefs d'entreprise. Au contraire, moi, je m'adresse vraiment à tout le monde qui souhaite évoluer positivement et efficacement dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, même qu'il y en a qui utilisent tous mes conseils dans leur vie personnelle, puis c'est parfait ainsi, mais gardez en tête qu'il y a de beaux bijoux dans cet épisode-ci, même si vous n'êtes pas à votre compte, donc je vous invite fortement à l'écouter avec attention. Je vous rappelle également que j'ai toujours un résumé détaillé de tous mes épisodes qui est disponible sur mon blog. Je le dis rarement, mais je voulais quand même prendre le temps de vous le dire parce que parfois, vous m'écoutez peut-être en pliant du linge ou en conduisant. Ce qui fait que vous ne pouvez peut-être pas prendre les notes que vous aimeriez prendre. Donc, gardez en tête qu'il y a toujours un résumé très détaillé sur mon blog à propos de tous les épisodes du podcast. Avant de plonger dans le vif du sujet et de commencer à répondre à vos super belles et pertinentes questions, c'est très important pour moi de vous faire une belle annonce. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais les portes de mon tout premier bootcamp sont ouvertes pour l'inscription. Un bootcamp qui s'appelle Organisation et mindset de croissance. C'est pile poil avec la thématique du jour parce que je vais parler d'entrepreneuriat et vous allez vraiment un peu comprendre en quoi mon parcours de professionnel des dernières années a connu la croissance. Donc, je trouve que c'est très, très lié, ce bootcamp-là, au sujet du jour. Et puis, rapidement comme ça, parce que je vais mettre le lien dans les show notes si vous voulez vous inscrire ou si vous voulez tous les détails, mais c'est le 9, 10 et 11 avril prochain. Si vous n'êtes pas encore inscrite, assurez-vous de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Si le sujet du jour vous interpelle, je pense vraiment que le bootcamp est la suite logique parce qu'on va vraiment aborder des thèmes super importants quand il est question d'entrepreneuriat. Mais comme je vous disais, ça s'applique aussi si vous êtes salarié, là, vous n'avez pas besoin d'être à votre compte. Donc, tu sais, oui, l'organisation, le mindset et la croissance vont être abordés dans mon bootcamp, mais plus spécifiquement, on va vraiment parler de la clarté face à ce qui devrait être priorisé de votre côté. On va parler de la délégation et aussi de planification mensuelle. Donc, je m'arrête ici. Si vous voulez tous les détails et où réserver votre place dès maintenant, le lien est dans les show notes. Alors maintenant que mon introduction est derrière nous, j'ai envie de plonger dans le vif du sujet avec vos merveilleuses questions. Vous aviez plusieurs questions en lien avec mon démarrage d'entreprise, mon parcours entrepreneurial quand j'ai commencé. J'ai juste envie de peut-être vous dresser le portrait un peu de où est-ce que j'étais, comment j'étais, on était en quelle année quand j'ai lancé La Planificatrice. Donc moi j'ai lancé, j'ai lancé La Planificatrice. Moi, ça a commencé par un blog que j'ai lancé en janvier 2020. À ce moment-là, dans ma vie, on était en janvier, là, c'était pas encore la pandémie, mais ça s'en venait, je le savais juste pas. À ce moment-là, j'avais un bébé de 1 an qui venait juste d'avoir 1 an. J'étais sans emploi, donc j'étais sans revenu. Pourquoi j'étais sans emploi et sans revenu? En fait, en 2018, j'avais eu un arrêt de travail pour un gros épuisement professionnel. Je suis tombée enceinte pendant mon épuisement professionnel, ce qui fait que après ça, j'ai eu mon congé de maternité, mais là, au moment de lancer La Planificatrice, non seulement mon congé de
maladie n'est plus valide, mais également mon congé parental ne l'est plus non plus. Ça fait déjà quelques mois à ce moment-là. Je suis donc en post-burnout et au moment où je lance la planificatrice, je vais vraiment, vraiment mieux, mais je me sens pas encore 100% rétablie de mon burn-out. Au sens où je me pensais rétablie, là, sauf que intérieurement, je le sais maintenant avec du recul que j'étais pas redevenue 100% moi. Tu sais, j'étais peut-être à 85% là, à ce moment-là. Ensuite de ça, chose très importante à savoir dans le portrait de mon début en entrepreneuriat, en fait, c'est on vivait dans une maison neuve qu'on avait fait bâtir un peu, en fait, l'année avant mon burn-out et l'année avant la naissance de mon fils. On vivait dans une maison neuve, dans une maison qui requérait 2 salaires. Et j'aimerais vous rappeler ici que j'étais sans emploi et sans revenu. Fait que maintenant que j'ai mis la table, je commence à répondre à vos questions. Je vais répondre à 10 questions, soit dit en passant, et je commence avec la première ici, qu'on m'a demandé « Combien de temps as-tu mis pour arriver à vivre de ton entreprise? » Ça, c'est la grande question, puis je sais que parfois, il y a des gens qui sont un peu gênés de poser des questions en lien avec l'argent, puis je pense qu'il fut un temps où j'étais un peu mal à l'aise de parler d'argent, mais c'est vraiment derrière moi, puis je trouve ça super important pour moi d'en parler ouvertement parce que moi, j'aurais aimé ça comme il y a 5-6 ans, quand je m'intéressais à l'entrepreneuriat en ligne, j'aurais aimé ça comme avoir des données précises de des gens autour de moi, surtout des gens au Québec, parce que des fois, les informations que j'avais, c'était des gens plus aux États-Unis, mais je pouvais pas vraiment me comparer à cette réalité-là, c'est un marché tellement différent. Mais voilà, donc pour vrai, là, les questions en lien avec l'argent et mon entreprise, moi, je suis super ouverte à y répondre, c'est pour ça que je commence avec ça, puis je suis certaine que ça intéresse tout le monde, parce que quand on parle d'argent, les gens, ça les intéresse. OK, alors... c'est ça. Combien de temps ça m'a pris pour arriver à vivre de mon entreprise? Dans le fond, la réponse courte, puis après ça, je vais vous détailler puis vous expliquer un peu comment ça s'est passé, la croissance de ça. La réponse courte, c'est en 1 an, OK? Mais je vous dis un peu le processus, là, par où c'est passé. Dans le fond, je vous ramène, imaginez-vous une ligne du temps, là, je vais vraiment vous amener là-dedans. Donc, j'ai lancé mon blog en janvier 2020. J'ai un enfant à temps plein et c'est la pandémie. Je lance en janvier, mais la pandémie arrive comme 2 mois plus tard. Mise en contexte aussi, on s'est rendu compte que qu'on avait vraiment besoin d'un deuxième salaire fin février 2020 et je me suis mis activement à chercher un emploi. Et 1 semaine après, la pandémie a éclaté. Alors, je n'ai pas trouvé d'emploi, vous comprendrez bien. Donc, je ferme ma parenthèse ici. Donc, voilà, j'ai lancé mon blog à ce moment-là et à l'automne 2020, donc on est toujours dans la pandémie. À l'automne 2020, je soumets ma candidature pour obtenir des prestations gouvernementales avec la mesure STA. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est lié avec le gouvernement québécois ou canadien. Bref, c'est disponible seulement au Québec ou au Canada, mais c'est la mesure STA. STA, ça veut dire soutien pour les travailleurs autonomes. Si vous googlez ça sur Google, vous allez trouver toutes les informations nécessaires et je suis acceptée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, la mesure STA, c'est une mesure gouvernementale qui vient aider et supporter les gens qui se lancent en affaires. Il y a quand même plusieurs prérequis. Je ne vais pas aller dans les détails ici parce que c'est pas le but de l'épisode, mais vous pouvez trouver les informations sur Internet, mais il y a quand même plusieurs prérequis. C'est pas n'importe qui là, qui peut faire une demande pour ça. Et moi, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai été en mesure d'obtenir cette prestation-là? C'est notamment en raison de mon arrêt de travail en lien avec mon ancienne carrière qui était de planificatrice d'événements. Voilà. Donc, j'obtiens ça et ça, qu'est-ce que c'est en fait? Il ne donne pas à tout le monde, là. On a vraiment des entrevues, il faut monter un projet, il faut démontrer que le projet est viable et tout. Mais une fois qu'on est accepté, pendant 3 mois, on est payé le salaire minimum à valeur de 35 heures par semaine. Donc, et après le 3 mois, il faut faire littéralement un pitch de vente à un comité. Et si on est accepté, si notre projet est assez avancé, assez crédible et qui est vraiment viable à long terme, là, on peut passer dans le volet 2 et ce qui fait qu'après ça, pendant plusieurs mois, on peut obtenir encore le salaire minimum pendant 35 heures. Ce qui fait que moi, j'ai décroché le volet 1. J'ai aussi décroché le volet 2. Ce qui fait que pendant presque 1 an, c'était pas 1 an complet, là, mais c'était presque 1 an, j'ai pu avoir le salaire minimum grâce à ces prestations gouvernementales-là, le salaire minimum pour une valeur de 35 heures par semaine. Ça, pour moi, là, ça l'a tout changé. Ça m'a vraiment, vraiment permis de démarrer la planificatrice à temps plein rapidement à partir... j'étais déjà à temps plein, mais à un moment donné, on avait besoin de revenus, fait qu'à partir de l'automne 2020, moi, j'ai commencé à obtenir ces prestations-là. Donc, ça me permettait de me concentrer sur mon entreprise à 100%, plutôt que de devoir travailler 35 heures par semaine puis de bâtir ça par les soirs et les fins de semaine. Voilà.
Ensuite de ça, en janvier 2021, je touche mes premiers revenus, notamment parce que je lance mon tout premier service d'accompagnement. Ensuite de ça, en janvier 2021, également, mon plan d'affaires est final parce qu'en lien avec la mesure STA, j'avais un cours de lancement d'entreprise à faire qui a été extraordinaire, qui m'a permis, entre autres, à bâtir un plan d'affaires. Donc, on est rendu là à ce moment-là, en janvier 2021. Je touche mes premiers revenus, mon plan d'affaires est final. Ensuite de ça, on poursuit dans l'année et je vous amène avec moi à l'automne 2021. Là, maintenant, je n'ai plus la STA, je n'ai plus les prestations, mais je me verse un salaire. Donc, dans le fond, je suis travailleur autonome à ce moment-là, j'ai un compte personnel, j'ai un compte professionnel, et de mon compte professionnel vers mon compte personnel, je me verse aux 2 semaines un salaire qui est exactement la même affaire que la STA me versait. Fait que c'est le salaire minimum 35 heures par semaine. Je poursuis ainsi. En 2022, je diminue au courant de l'hiver mon travail. Donc, plutôt que de travailler 5 jours semaine, je travaille 4 jours semaine, mais je me paye encore au salaire minimum comme si je travaillais 35 heures, même si, en réalité, j'en faisais peut-être 28, mettons. Après ça, on est toujours en 2022. Je vous amène avec moi à l'automne 2022. Je m'offre, avec un grand plaisir, une petite augmentation de salaire. Et ensuite de ça, un an plus tard, à l'automne 2023, je m'en donne une plus grande encore. Mais tu sais, on n'est pas encore dans les salaires... on n'est pas dans les immenses salaires, mais moi, c'était important pour moi d'avoir une petite augmentation graduelle, de un, pour la motivation. Là, je veux dire, me payer pour moi a toujours été excessivement important dès le départ parce que c'est une source de motivation. J'aurais pu là, juste tout garder mon argent dans mon compte entreprise, quoique on avait besoin de mon revenu pour payer les factures, sauf que c'est juste une source de motivation à un moment donné, là. Même si je travaille pour moi, même si c'est super motivant, même si je suis hyper passionnée par tout ce que je fais, c'est important pour moi de démontrer que j'étais capable de me payer. Ça allait vraiment nourrir ma motivation. Donc, c'est ça, on est rendu à l'automne 2023. Je me suis offert une plus grande augmentation. Donc, ça fait pas si longtemps, finalement, vu qu'on vient de commencer l'année 2024. Et puis, voilà. Et depuis le début... malgré le fait que mes chiffres, mes revenus augmentent à des pourcentages assez impressionnants. J'ai d'ailleurs fait des publications à chaque début ou fin d'année. Je fais toujours une publication sur les médias sociaux si vous voulez aller voir et je partage le pourcentage d'augmentation de mes revenus. Puis c'est assez incroyable, mais je pars pas en peur avec ça parce que la grande majorité de mes revenus sont réinvestis. Puis sont réinvestis notamment en quoi? Entre autres, dans le coaching. Moi, je me fais coacher, là, dans le coaching, dans la délégation. Donc, je délègue de plus en plus à des gens. Ça a un coût, mais ça l'a aussi... c'est tellement un investissement fait. Et aussi dans le développement de mon entreprise. Donc, tu sais, oui, je fais beaucoup plus de revenus qu'au début, mais je réinvestis pratiquement tout, là. Ensuite de ça, ben c'est ça. Donc, pour wrapper le tout, là, la réponse courte, en 1 an, j'ai réussi à bien vivre de mon entreprise et grâce notamment à la mesure STA, mais l'année d'après, j'étais déjà capable de me verser un salaire. Voilà. Et juste, je veux juste dire également, là, tu sais, quand la question, c'était, ça t'a pris combien de temps pour arriver à vivre de ton entreprise? Je pense que arriver à vivre, ça dépend vraiment d'une personne à une autre, là. Je veux dire... est-ce que je vis dans un chalet dans le fond du bois qui n'a pas de service ou est-ce que je vis sur le plateau Mont-Royal à Montréal dans un appartement huppé? Tu sais, c'est pas la même réalité, c'est pas les mêmes coûts, ça dépend combien tu as d'enfants et tout. Donc, tu sais, moi, je vous ai dit qu'est-ce que moi, ça me prenait pour vivre, combien de temps ça m'a pris à moi pour vivre, mais votre réalité est peut-être différente. Puis, je veux aussi mentionner que là-dedans, j'avais le support complet de mon conjoint qui, lui, est salarié et dans une job très, 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 très stable avec un bon salaire. Donc, tu sais, j'étais pas seule, là. Je veux dire, j'arrivais à vivre, mais j'étais quand même pas seule. Juste garder ça en tête. Voilà. Fait que ça, c'était ma première question, première réponse. Deuxième question. Comment as-tu dépassé tes peurs de ne pas y arriver? Je trouve que c'est une super bonne question, puis vous allez peut-être pas recevoir la réponse que vous pensiez ici. Dans le fond, moi, je pense que j'avais une motivation profonde dès le départ qui était beaucoup plus grande que mes peurs. Le souhait de travailler là, pour moi, là, de travailler pour moi, de cultiver mes propres rêves et non travailler pour les rêves des autres, être libre de mon horaire, notamment pour avoir une plus grande flexibilité familiale avec mon fils, ça pour moi, là, c'était ma motivation profonde. Souvent, on se demande... Tu sais, quand on fait de l'introspection puis du développement personnel, il y a toujours la question, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Puis une fois qu'on connaît bien notre pourquoi, qu'on va assez en profondeur, c'est supposé être notre motivation profonde, mais moi, c'est un peu toutes ces choses-là. Ce qui fait que ma motivation était bien plus grande que mes peurs. Puis pour vrai, là, moi, j'ai jamais eu peur de ne pas y arriver. Échouer n'a jamais été une option. Donc, je me suis organisée pour que ça arrive. Point. Puis tu sais, je pense que quand on prévoit l'échec, c'est un peu... comme si on accordait de l'attention à autre chose que notre réussite.
c'est comme si on accorde de l'importance à l'échec. Puis là, je veux dire, il faut quand même, je comprends l'aspect de sécurité, mais ce que j'ai compris aussi, je pense, à travers les années, c'est que je suis très à l'aise avec la prise de risque. Tu sais, je pensais pas que j'étais une fille qui était vraiment prête à faire des risques, mais quand je regarde un peu les 4 dernières années, je me dis, OK, je suis une personne vraiment confortable dans la prise de risque finalement. Donc, peut-être que ça m'a aidé ici, mais c'est ça, échouer n'a jamais été une option. Puis, il y a une citation, puis là, ça m'échappe, là, mais une citation de Arnold Schwarzenegger qui disait quelque chose comme « Faut pas avoir de plan B, il faut juste avoir un plan A, parce que lorsqu'on a un plan B, c'est comme si on ne focus pas à 100% sur le plan A, tu sais. » Fait que moi, ça a vraiment toujours été ça. Ma vision aussi a toujours été tellement, mais tellement claire. Il y a autre chose aussi qui m'a vraiment aidé à dépasser mes peurs de ne pas y arriver, c'est que j'avais besoin de ces revenus-là. J'avais besoin d'argent, j'avais besoin que ça marche. Puis, donc, j'étais beaucoup plus ouverte à prendre des risques. Puis quand on prend des risques, ou quand on est dans des situations où on est un petit peu plus serré, puis je vais avoir l'occasion de vous en parler dans les prochaines questions, mais on est plus créatif. Tu sais, en toute honnêteté, là, pour être 100% transparente, là, à un moment donné, au début de mon entreprise, mais quand j'étais moi-même responsable de mon salaire, là, j'avais plus la STA. À un moment donné, c'est arrivé une semaine qu'il me restait juste 100 $ dans mon compte entreprise, puis je voyais toutes les dépenses qui s'en venaient, tu sais. Puis, je sais, dans cette même journée-là, j'ai été super créative. J'ai trouvé plein d'idées pour rapidement faire des revenus. Et comme en 3 jours plus tard, je pense que j'avais une grosse rentrée d'argent. Puis, cette grosse rentrée d'argent-là a été créée finalement uniquement parce que j'étais sur le point de manquer de sous. Donc, j'ai été créative. Donc, ça m'a créé des revenus. Je ne sais pas si vous voyez, là. Donc, tu sais, de se mettre dans des positions risquées, ça peut être très bénéfique quand on est entrepreneur. En tout cas, moi je crois. Voilà. Et puis, pour vrai, tu sais, je pense que si j'avais pas eu besoin de cet argent-là là, à faire, quand je faisais la planificatrice au début, là, si j'avais pas vraiment eu besoin d'argent, ben je pense pas que je serais rendue aussi loin aujourd'hui. Autre chose aussi à dire là-dessus, c'est que faut dire que j'ai quand même fait les choses dans les règles de l'art pour ne pas échouer. Parce que, comme je vous le disais, échouer n'était pas une option. Fait que moi, il n'était pas question que je fasse les choses à moitié ou que je fasse ça un peu tout croche, que je fasse ça à ma tête. Non, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. J'ai suivi un cours en entrepreneuriat, un cours qui s'appelle Lancement d'entreprise. J'ai fait un plan d'affaires solide avec des gens qui m'ont accompagné là-dedans. Donc, je ne l'ai pas fait tout seul chez moi. Là, j'étais challengée avec mon plan d'affaires. Ça faisait partie du cours Lancement d'entreprise. Et dans mon plan d'affaires, j'ai fait une étude de marché pour de vrai. Puis là, je dis ça pour de vrai parce que dans tous les plans d'affaires, il y a une étude de marché qui est à faire. Par contre, si je n'avais pas fait mon plan d'affaires dans le cadre d'une structure d'un cours, ça m'aurait peut-être pris un après-midi faire mon étude de marché, puis j'aurais pensé que ça aurait été correct. Mais je dois avoir passé, je sais pas, là, 40 heures à faire mon étude de marché. Non, j'exagère peut-être. Mais tu sais, mettons, je t'ai passé 20 heures là, sur mon étude de marché. Je suis vraiment allée en profondeur. J'ai obtenu des vraies réponses. Donc, ça m'a permis de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Puis ces choses-là, je les aurais peut-être pas mises en place si j'avais pas fait mon plan d'affaires et mon étude de marché. Je me suis fait accompagner dès le départ, je me suis fait coacher dès le départ et je suis passée à l'action. Tu sais, done is better than perfect. Là, moi, je n'appliquais pas cette théorie-là avant, mais j'ai appris à l'appliquer assez rapidement, merci, quand je me suis lancée en affaires parce que faut que tu avances. Si tu veux... il y a les gens qui rêvent, puis il y a les gens qui sont des rêveurs et qui passent à l'action. Moi, je fais vraiment partie de cette deuxième catégorie-là. Fait que c'est ça que ça m'aidait. Puis à un moment donné, t'es inconfortable. Je n'étais pas super confortable de poser toutes les questions, toutes les actions que je faisais. Mais quand tu les poses, à un moment donné, tu commences à prendre confiance, tu commences à avoir des résultats, ce qui fait que tes peurs, ben tu les entends de moins en moins. Là, ça a l'air tout rose, ce que je dis, ça a l'air tellement facile. Pour vrai, ça n'a pas été très difficile. Je pense que j'étais tellement focus, je savais tellement où je m'en allais, c'était tellement clair, j'ai tellement tout bien planifié que ça n'a pas été si difficile. Tu sais, il y en a qui disent hey, les 5 premières années en entrepreneuriat, c'est les pires, c'est difficile, attends-toi à tout. Moi, pour vrai, là, les 5 dernières années de ma vie, c'est les plus belles années de ma vie, puis pour plein de raisons personnelles, mais aussi pour plein de raisons professionnelles. Je veux que vous sachiez, par exemple, que oui, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je le voulais, mais je me relevais toujours. Pourquoi? Parce que la motivation et la vision étaient toujours là. Puis en bonus à toutes ces belles réponses-là, j'ai travaillé mon mindset comme jamais. J'ai vraiment cultivé un état d'esprit positif. J'ai travaillé sur moi à 200-300% dans les dernières années. Donc, c'est pas un hasard si
j'ai réussi à avancer malgré les peurs qui pouvaient y arriver. Pas les peurs qui pouvaient arriver, mais les peurs qui pouvaient m'habiter. Voilà. Troisième question. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu t'es lancé en affaires et quel a été ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur? Je dirais que j'ai 2 réponses à ça. En fait, la première, je pense que c'est la forme de solitude qui vient un peu avec l'entrepreneuriat. Je veux dire, j'étais pas seule nécessairement physiquement, là, tu sais, j'étais bien entourée, mais il y a une certaine forme de solitude quand tu es entrepreneur puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens autour de toi qui sont entrepreneurs. Puis je pense que lié avec cette forme de solitude-là, il y avait un peu peut-être de l'incompréhension de certaines personnes qui étaient autour de moi, parce que c'est comme, comment je dirais ça? En tout cas, je sais pas comment ça va sonner, mais je vais quand même le dire comme ça, mais quand j'ai rencontré des entrepreneurs, en fait, mon premier vrai réseau d'entrepreneurs que j'ai rencontré, c'est dans le cours lancement d'entreprise que j'ai fait. Donc, on était tous des gens qui se lançaient en affaires. Pour la plupart, en fait, pour tout le monde, c'était toute une première entreprise qu'on lançait. Ça a été mon premier réseau. Et malgré le fait qu'on a tous lancé des entreprises dans des domaines tellement, mais tellement différents, tu sais, nos champs d'intérêt dans la vie sont tous différents. Puis je suis certaine que sans ce cours-là, on n'aurait jamais réussi à se rencontrer, tu sais. On avait toute une passion commune qui était l'entrepreneuriat. Et pour vrai, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien dans un groupe, même si ces gens-là, on n'aurait sûrement pas été amis sinon dans la vie. On se serait sans doute jamais rencontrés. C'est comme si je rencontrais enfin ma crowd, là, ma gang, tu sais. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que je pense que je me sentais... Avant d'avoir mon entreprise, je m'étais un peu toujours sentie dans ma vie professionnelle différente des autres, mais je savais pas pourquoi. Mais là, maintenant que je suis entrepreneur, maintenant que je suis à mon compte, c'est comme si je comprends pourquoi. Je sais pas si c'était clair. En tout cas, vous viendrez me jaser en privé si jamais c'était pas clair ce moment-là. Autre chose que j'ai trouvé un petit peu difficile aussi, c'est la très, 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 très grande prise de décision qui est à faire. Tout reposait sur mes épaules et tout repose pas mal encore tout sur mes épaules. Et chaque petite décision avait un grand impact. Ça, j'ai quand même trouvé ça difficile. La 4e question. Quelle est, selon toi, la première chose à faire avant de se lancer à son compte? Je vais vous donner ma réponse. Ça ne veut pas dire que c'est votre réponse. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin que vous, ce soit ça, mais moi, je réponds qu'est-ce qui résonne vraiment avec ma réalité, avec moi. Moi, je pense que la première chose, c'est de s'assurer que son projet est viable. Ça va tellement vous éviter de vous cogner le nez en chemin, là. Puis, moi, avant de soumettre, avant d'être acceptée là, à la mesure STA là, avec mon projet, j'avais quelques mois auparavant soumis un autre projet. C'était en lien avec les mariages, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est ça, j'ai travaillé avant comme planificatrice d'événements. J'avais su une certification pour devenir wedding planner que j'ai complétée avec succès. Et comme il fut un temps où je voulais, moi, me lancer comme planificatrice de mariage à temps plein, donc mon projet était en lien avec les mariages. Là, je ne voulais pas planifier des projets de mariage, mais j'avais une idée professionnelle en lien avec les mariages. Et grâce à tout ce processus-là, j'ai été refusée. Et la raison pour laquelle j'ai été refusée, c'était parce que mon projet n'était pas viable sur le long terme. Puis une chance que j'ai été refusée parce que, de un, ça me tenterait plus de faire ça aujourd'hui, mais sinon, j'aurais comme travaillé dans le beurre pendant des mois, peut-être quelques années pour finalement me rendre compte que c'était pas viable puis que ça pouvait pas fonctionner. Donc, assurez-vous que votre projet est viable, puis ça va vraiment vous faire gagner du temps et beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas parce que vous pensez que vous avez une bonne idée qui est viable. Juste gardez ça en tête. Puis je pense que, tu sais, moi, pourquoi j'ai réussi à prendre ce constat-là, je pense que d'où l'importance d'être accompagné et ou de suivre des formations dans vos domaines respectifs, je trouve que c'est vraiment important. Puis moi, de mon côté, je vous disais un petit peu plus tôt que j'ai fait un plan d'affaires qui incluait une étude de marché très précise et poussée. Bien, moi, quand j'ai fait cette étude de marché-là, comme c'était dans le cadre d'un cours et que je me faisais beaucoup de challenger, je suis allée vraiment en profondeur, là, comme je vous le disais plus tôt. Ils nous donnaient des devoirs, donc dans les choses que j'ai faites et que j'aurais certainement pas faites toute seule chez nous, c'est que j'ai appelé des experts dans mon domaine et je leur ai posé des questions. J'ai appelé des experts dans un domaine, dans le modèle d'affaires qui était similaire au mien, mais peut-être pas dans la même thématique, et j'ai posé des questions. Ça m'a vraiment donné confiance et j'ai compris finalement que mon projet était viable et que ça fonctionnait. Une autre chose aussi à faire si vous lancez en affaires, une des premières choses à faire, je pense que c'est de s'assurer aussi que vous le faites pour les bonnes raisons. Faites-le pour les bonnes raisons parce que s'il y a des défis, vous allez avoir de la misère à vous relever, puis vos peurs, sinon, vont toujours avoir le dessus sur votre motivation puis vos ambitions. Fait que faites-le pour les bonnes raisons. Ouais. 5e question. Quelle a été la prise de risque au moment de la transition entre ta vie d'avant
et ta vie avec la planificatrice. Est-ce que tu as vécu une diminution de ton niveau de vie? Comment vous avez géré ça en famille? Ça, c'est une très, très belle question. Puis, en fait, oui, il y a eu beaucoup de prises de risques, beaucoup, beaucoup de changements. Et pour vrai, là, je ne serai jamais assez reconnaissante pour mon chum qui m'a supporté à 200% dès le départ et qui me supporte encore aujourd'hui à 200%. Là. Pour vrai, on a vécu beaucoup de choses en famille avec la planificatrice. Puis il y a un de mes profs dans mon cours d'entrepreneuriat qui m'avait dit, il a dit, quand on se lance en affaires, tout ton entourage se lance en affaires avec toi. Puis j'étais là, ça n'a pas rapport. C'est moi qui fais les heures derrière mon ordi, c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui pose 100% des actions. Mais c'est vrai, parce que quand tu te lances à ton compte, tout le monde autour de toi se lance à ton compte parce que regardez, par exemple, dans ma réalité, mon chum était super impliqué. Il couvrait beaucoup plus d'aspects financiers. Ma famille m'ont tellement aidé. Combien de fois que mes parents sont montés, garder mon fils pour m'aider. Encore aujourd'hui, là, je veux dire, je vis très bien de mon entreprise maintenant, mais encore aujourd'hui, mon père me fait des livres, m'a fait un livre jusqu'à Montréal à 2 reprises à l'automne dernier pour que j'ai enregistré des épisodes de podcast chez des gens qui sont pas dans ma région. Mes parents, ils me prêtent leur voiture quand j'en ai besoin, quand j'ai des conférences. Bref, tu sais, ils sont vraiment impliqués, même encore 4 ans après avoir lancé l'entreprise. Donc c'est ça, je suis super reconnaissante pour tous les gens qui m'entourent. Puis, pour revenir un peu à quand j'ai lancé la planificatrice, j'aimerais juste faire le parallèle entre le mot sacrifice et le mot choix, parce qu'il y en a qui pourraient voir qu'on a fait beaucoup de sacrifices, mais moi, je dis simplement que c'est des choix conscients. Tu sais, par exemple, moi, mon fils a commencé à aller à la garderie, puis ça faisait à peu près 1 an que j'avais lancé la planificatrice. La garderie est à 15-20 minutes à pied. On avait une voiture, on n'avait clairement pas les moyens de s'acheter une deuxième voiture, puis de toute façon, on aurait acheté une deuxième voiture vraiment juste pour aller porter un enfant à la garderie. En tout cas, à chacun ses priorités financières. Mais voilà, donc c'était juste une poussette qu'on a achetée. Puis moi, je faisais l'aller-retour, donc aller 20 minutes, revenir 20 minutes, ça c'est 40 minutes matin. Parfois, je faisais matin et soir selon l'horaire de mon chum. Puis parfois, il faisait vraiment pas beau, là, tu sais, je suis équipée, moi, là, pour aller sous la pluie, quand il neigeait beaucoup. Donc, c'était un sacrifice, vous me direz, mais pour moi, c'était un choix. Puis le matin, même quand il mouillait, ça me dérangeait pas d'y aller, reconduire mon fils à pied, même s'il y avait une pluie torrentielle, parce que je savais pourquoi je le faisais. Puis, je pense que je savais pas lancer la planificatrice pour les bonnes raisons. Là, ça m'aurait fait suer d'aller, de sortir dans une intempérie comme ça, là, dehors. Là. Fait que, voilà. Puis pour les curieux, là, curieuses, comme, juste pour être clair, on n'a jamais manqué d'argent. Je parlais au jeu, mais il faut que je parle au nous parce que mon conjoint est tellement impliqué là-dedans. Nous n'avons jamais manqué d'argent. Mais on était serrés en titi, par exemple. On était pas mal serrés, même par moment. On faisait peu ou pas de sorties. Pour vous donner un exemple, là, quand que j'ai lancé mon blog, je vous rappelle que je n'avais pas de revenus, mes prestations de parentale étaient terminées, j'avais plus d'assurance, puis on était sur le point de ne plus avoir d'économie. Là. J'ai comme demandé à mon chum s'il pouvait m'approuver la dépense pour mon site web de 138 $ parce que je voulais publier mon blog, puis j'avais besoin de payer pour l'activer, bref. Puis il m'a dit oui tout de suite, il m'a répondu dans la seconde, tu sais, mais on était quand même là à se demander des questions pour des petites choses comme ça. Donc chaque dépense était questionnée, il n'y avait pas d'extra. Heureusement, peut-être que c'était la pandémie, ce qui fait qu'on était moins tentés de sortir parce qu'on pouvait pas sortir, donc ça a quand même bien fait tout ça. Puis, tu sais, ce qui est très drôle, c'est que dans mes premières années avec la planificatrice, tu sais, je veux dire, je continuais d'être en contact avec plusieurs de mes amis, puis tu sais, mes amis, on était comme tous d'un peu début trentaine, souvent dans la trentaine, on fait vraiment notre place professionnellement, puis il y avait plusieurs de mes amis, tu sais, qui étaient rendus à faire des vraiment gros salaires, là, puis il y avait quand même des gros styles de vie, mais le lundi matin, elle, il n'y avait jamais envie d'aller travailler. Puis nous, de notre côté, à la maison, on était serrés, mais on était vraiment heureux. Puis moi, le lundi matin, là, je me réveillais tout excitée parce que je commençais à travailler, tu sais. Donc, je pense que ce chapitre de vie-là, où on était serrés, bien, ça nous a fait comprendre à quel point on était riches. Parce que, retenez ceci, puis ça, mon chum et moi, on se le dit souvent, là, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être riche. On avait pour vrai, malgré le fait qu'on était serré financièrement, on n'avait jamais été aussi libre. On était libre de notre horaire, c'était extraordinaire. Je ne vivais plus de stress, alors qu'avant, quand j'étais salariée, j'étais stressée 24/7. J'étais motivée fois 1000 et je le suis encore toujours aujourd'hui. Puis j'étais une maman tellement présente pour mon fils, tu sais. C'était juste
la plus belle vie que j'avais jamais menée, puis on n'avait jamais été aussi serré. Est-ce que j'aurais accepté de vivre serré comme ça toute ma vie? Je ne crois pas, je ne pense pas, mais c'était une période de notre vie, finalement, qui a été très positive parce que ça nous a permis de comprendre, dans le fond, qu'on n'avait pas besoin de plus non plus. On se disait, tu sais, on se le disait, en fait, c'est peut-être moi qui me disais ça souvent dans ma tête, j'étais là, c'est quoi le pire qui peut arriver dans tout ça? Puis le pire qui pouvait arriver dans toute cette situation-là, c'était qu'à un moment donné, peut-être que si je faisais pas assez de sous, peut-être qu'un jour, on serait peut-être plus capable de payer la maison, tu sais. Mais dans cette situation-là, c'est pas si grave parce que personne qui meurt, hein. Fait que moi, j'étais super à l'aise avec ça, puis mon chum aussi. Encore là, peut-être qu'on est à l'aise avec la prise de risque, là, vous me direz. Puis je pense que c'est vrai. Fait que, mais tu sais, je pense que j'ai réalisé aussi ces dernières années que je suis vraiment dotée d'une très, très grande résilience et que je fais vraiment un peu une confiance aveugle en la vie. Il y en a qui vont dire que c'est peut-être de la naïveté. Moi, je vois vraiment ça comme de la confiance. Fait que voilà, puis c'est ça. Donc, ça répond à cette petite question, à une longue réponse, mais c'était pour moi important de vous dire tous ces détails-là pour que vous compreniez bien. C'est ça, la genre de prise de risque, c'est quoi le changement dans notre style de vie que ça a eu pour moi, pour nous, finalement, de se lancer en affaires. 6e question. Quels sont tes 5 plus grands apprentissages depuis le début de ton aventure en entrepreneuriat? J'ai 5 points, 5 grands apprentissages. Le premier, mon intuition ne me ment jamais. Mon intuition a toujours la réponse juste. Deuxième point, la constance est à mon avis la clé de la réussite et ça veut dire que ça, en d'autres mots, c'est que la patience est payante. Ça sert à rien de chercher les shortcuts, ça je l'ai compris, puis c'est un des très grands apprentissages que j'ai appris. Autre chose hyper importante, c'est que je suis, moi, Émilie Vien, là, je suis la plus grande valeur de mon entreprise, donc je dois prendre soin de moi d'abord, avant de prendre soin de la planificatrice. Puis quand que je me trouve un peu dans des patterns qui reviennent de temps en temps, parce que j'ai été une workaholic qui s'est épuisée par le passé, j'ai des fois des patterns qui reviennent que là, je donne tout à la planificatrice, puis là, c'est comme une prise de conscience quand je me rends compte que je suis là, puis c'est là, OK, il faut que je prenne soin de moi d'abord parce que sinon, je ne vais pas servir la planificatrice. Puis si je ne sers pas la planificatrice, je ne vous sers pas vous, et ainsi de suite. Donc, c'est un très, très grand apprentissage. 4e point, c'est si j'arrête d'apprendre, je vais limiter ma croissance. D'où l'importance de se faire accompagner et d'investir en moi. Moi, je me suis fait accompagner dès le début et je le fais encore et je vais le faire toujours, là, je suis certaine. C'est tellement enrichissant puis c'est tellement une clé pour croître. Et puis en fait, investir en soi, ça peut être, oui, des livres, puis ça peut être du coaching, ça peut être plein d'affaires. Je veux dire, un livre, c'est 20 $ à peu près. Le coaching, ça peut être quelques centaines de dollars à plusieurs milliers de dollars, donc ça dépend vraiment d'où vous êtes rendu. Mais juste pour vous donner une idée, là, en termes d'accompagnement, j'ai investi combien? Moi, dans ma première année, j'ai investi à peu près entre 1500 et 2000 $. Dans ma deuxième année, j'ai investi environ 4000 $. Et dans mon année 3, donc l'année passée, là, qui vient de se terminer, j'ai investi environ 10 000 $. Puis je sais que cette année, je vais investir encore plus. Parce que c'est payant. Voilà. Ensuite, 5e chose, 5e plus grand apprentissage, c'est que la planification, ça me permet vraiment d'avancer plus rapidement. Donc, voilà, c'était les 5 points ici. Maintenant, la 7e question que j'ai reçue, c'est comment as-tu trouvé la foi, en commençant avec la planificatrice, la foi que ton projet valait la peine et que les gens seraient intéressés? Je pense que mon intuition était très présente, puis je suis pas certaine que je comprenais à quel point c'était mon intuition qui me parlait là, avant, mais je pense que mon intuition était vraiment là, Il y a aussi la réponse des gens que j'ai reçue très rapidement. Je veux dire, au début, moi, j'ai lancé juste un petit blog que j'ai choisi d'appeler la planificatrice, puis je me disais, hey, si j'ai 30 amis et membres de ma famille qui me lisent, je vais être vraiment contente, mais rapidement, c'est ça, j'ai quand même eu une communauté qui s'est bâtie, puis des gens qui ont reconnu la valeur de mon contenu puis qui se sont intéressés à des sujets très précis qui m'ont permis de me nicher dans cette thématique-là et de poursuivre finalement. Et l'autre chose qui m'a vraiment aidée là-dedans, c'est le plan d'affaires et l'étude de marché que j'ai fait. Ça m'a juste permis de confirmer le tout. Voilà. Ensuite, 8e question. Est-ce que tu t'es entouré de gens dès le début de ton entreprise pour t'aider à avancer? Et si oui, de quelles ressources précisément? Fait que ça, c'est une super bonne question. Je le sais qu'investir en soi, ça peut vraiment faire peur, surtout si vous êtes au début, en démarrage d'entreprise, mais pour vrai, ça nous permet tellement d'éviter un long processus d'essai-erreur, ce qui fait que ça nous permet de croître plus rapidement, n'est-ce pas? Moi, j'avais pas de temps à perdre, là. Je voulais des revenus rapidement, donc je savais que d'investir en moi, c'était comme me permettre de reculer pour sauter plus loin, là. Je le vois vraiment comme ça.
Donc, je pouvais pas me permettre de perdre mon temps parce que je voulais des revenus rapidement, tout simplement. Donc, je le voyais comme un investissement dès le jour 1. Et j'ai vraiment aucun regret. Vous savez qu'aujourd'hui, on a accès à un paquet d'informations en ligne gratuites. Il y a des milliers, même millions de coachs, de peu importe les créateurs de contenu, qui donnent du contenu gratuit partout, que ce soit sur Pinterest, que ce soit sur des blogs, que ce soit sur YouTube, name it. Il y a du contenu gratuit qui peut répondre à sans doute 100% des questions que vous avez. Moi, je n'ai utilisé aucune ressource gratuite. J'avais pas de temps à perdre à aller chercher les réponses. Et après ça, une fois que tu as plein de réponses, c'est quoi l'ordre de ces réponses-là? C'est quoi les actions dans le bon ordre? Moi, j'avais pas le temps pour ça. Donc, je n'ai utilisé aucune ressource gratuite. Dans ma première année, concrètement, la première personne avec qui j'ai travaillé, c'est avec une coach professionnelle qui est très spéciale à mes yeux, parce que c'est mon amie, elle s'appelle Tania Paquet. Alors, bonjour Tania, si tu m'écoutes. J'ai travaillé avec Tania, qui est une de mes bonnes amies, qui est une coach professionnelle certifiée. Puis ça, je trouve ça important de faire la distinction de c'est quoi une coach professionnelle, parce que, je veux dire, il y a plein de gens qui pensent peut-être que je suis coach, mais en fait, non, c'est pas vrai. Je peux être considérée comme une coach, mais les gens font pas la distinction entre les coachs, mettons moi, et une coach professionnelle. Mais une coach professionnelle, comme mon amie Tania, c'est quelqu'un qui a suivi une formation spécialisée, qui est reconnue en technique de coaching afin de guider les gens d'une manière précise. Donc, une coach professionnelle comme Tania, elle me disait jamais quoi faire. Elle, son rôle, c'est de me guider à trouver mes propres réponses, puis elle se spécialise vraiment à trouver les murs, donc à trouver mes murs et à m'aider à les défoncer. Mais elle me dit pas quoi faire. Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis pour vrai, je vais mettre le lien dans les show notes si jamais ça vous parle de travailler avec une coach professionnelle. Elle peut vous aider tant sur le plan professionnel que personnel. Tu sais, c'est pas une coach d'affaires. Là. Elle va pas vous dire quoi faire pour monter votre entreprise, mais elle va peut-être vous aider vraiment, vraiment bien à défaire des blocages ou des choses comme ça. Donc, le lien vers son site web, c'est juste en bas dans les show notes. Fait que première année, Tania m'a vraiment, vraiment aidée parce que j'avais quand même encore beaucoup de blocages en lien avec mon burn-out pour différentes raisons. Mon burn-out, vous savez, il était lié à ma vie professionnelle d'avant. Donc, j'avais des blessures. Elle m'a vraiment aidée à aller travailler ça ici. Puis le fait de le faire avec elle et de ne pas le faire seule, ça m'a vraiment permis d'aller plus loin. Ensuite de ça, quelles autres personnes qui m'ont accompagnée? Dans l'an 2, j'ai fait mon cours, comme je vous l'ai dit, en lancement d'entreprise et j'ai été accompagnée pendant 2 ans par une coach en entrepreneuriat. Donc, allô Séverine, si tu m'écoutes. Donc, j'ai travaillé avec Séverine Moreau. Elle m'a été d'une si grande utilité. Elle m'a challengée positivement. On se voyait 1 fois par mois puis ça m'a vraiment, vraiment aidée. Ensuite de ça, 3e année, j'ai fait une formation en ligne ça, c'est comme pas un accompagnement direct, mais je veux le nommer parce que ça m'a vraiment, vraiment aidé, là. Formation en ligne sur la manifestation. Oui, la manifestation. Et si vous connaissez Catherine Zenkina, fondatrice de Manifestation Babe, c'est sa formation à elle que j'ai suivie. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle en ce moment, allez écouter mon épisode 19 si ça vous intéresse. Épisode 19 qui est l'épisode où je parle de manifestation et vous allez sentir mon malaise dans les premières minutes du podcast parce que j'étais super mal à l'aise de parler publiquement de manifestation alors qu'habituellement, je suis vraiment dans la planification, dans le concret, dans l'énergie masculine. Mais c'est vraiment une formation qui m'a vraiment, vraiment aidé et ça m'a vraiment permis de travailler énormément sur moi. Puis ça a été aussi un bon investissement financier, donc c'est important pour moi de vous présenter que c'était un accompagnement, si on veut, même si je n'étais pas en one-on-one avec elle, qui m'a aidé. Finalement, dans ma 4e année, donc, puis je suis encore dans ce processus-là, j'ai engagé des coachs business. J'avais vraiment besoin de coachs d'affaires pour m'aider parce que justement, l'été passé, j'étais dans une position où je me sentais en croissance, mais là, je me disais, je veux pas vivre cette croissance-là seule parce que je veux une vraie grande croissance puis je veux le faire dans les règles de l'art. Donc, j'ai fait appel à Karine Ruel et Dave Ruel qui sont les fondateurs de l'Académie Altitude. Donc, ils sont en train encore, là, parce que j'ai pas complètement fini avec eux, là, je finis le mois prochain. Ils m'ont complètement aidé à revamper mon service d'accompagnement personnalisé. Je vais mettre le lien dans les show notes de leur académie, en fait, qui est vraiment destinée pour les coachs. Donc, moi, j'ai fait appel à eux
parce que je me considère comme étant une coach en productivité. Donc, eux, ils m'ont vraiment aidé avec mon service d'accompagnement, qui va d'ailleurs, roulement de tambour, sortir dans quelques semaines, alors restez à l'affût. Et puis, voilà. Puis dans cette année-là, également, j'ai travaillé avec Dave et Karine, qui sont vraiment extraordinaires. J'ai aussi travaillé avec différents coachs de l'École des entrepreneurs du Québec. Ça aussi, c'était comme un super beau complément et ça me permettait de voir un peu un plan un petit peu plus à long terme, là. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Donc, je vous dirais que mes coachings, moi, les gens qui m'accompagnent, c'est toujours de plus en plus coûteux, mais c'est de plus en plus payant pour moi. Fait que c'est la magie de l'investissement. Et puis, pour vrai, c'est ça. Moi, je pense que je ne serais pas où je suis aujourd'hui si je n'avais pas et j'aurais pas connu toute cette croissance-là sans les personnes qui m'ont accompagnée. Donc, que ce soit de Tania à l'an 1 ou bien Dave et Karine à l'an 4, là, c'est vraiment sans toutes ces personnes-là, sans toute cette belle combinaison et cette belle collaboration-là, je n'aurais pas connu une aussi belle et grande croissance. 9e question. Comment fais-tu pour rester centré sur ton contenu sans te laisser distraire par les bons coups des autres? Ce que j'ai envie de dire à ça, c'est que moi, si vous ne le saviez pas, je suis une experte en gestion de temps. Donc moi, j'ai pas le temps de me laisser distraire par les autres. Mais non, mais tu sais, pour vrai, je pense que ça, je le crois profondément, là, il y a de la place pour tout le monde. Puis, je dois dire qu'on est quand même peu nombreux à faire ce que je fais, là, tu sais, si vous cherchez des experts en productivité, planification et tout ça, on n'est pas des milliers, là, à faire ça, surtout pas dans la francophonie. Mais même si on était des centaines et même si on était des milliers, là, personne ne peut le faire comme moi. Et ça, j'en suis persuadée. Je pense aussi que moi c'est personnel encore, là, mais moi, je passe vraiment peu de temps à me comparer parce que j'ai pas vraiment le temps pour ça. Et si je le fais, si je me compare, c'est toujours dans le but de m'inspirer. C'est jamais dans le but de m'incliner ou de me culpabiliser. Tu sais, par exemple, les médias sociaux, là, parce qu'on va le nommer, souvent la comparaison, ça se fait là. Si je suis quelqu'un qui me trigger d'une certaine façon, j'arrête automatiquement de suivre cette personne-là. Moi, j'ai pas besoin de cette énergie-là sur mon feed Instagram ou mon feed Facebook dans ma journée, là. J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Ensuite, je pense que qu'est-ce qui m'aide aussi, c'est que je prends toujours des décisions qui sont réfléchies. Je planifie consciemment et je fais confiance à ma planification aussi. Tu sais, je ne fais pas juste planifier puis après ça tout changer. Je planifie intelligemment, après ça je fais confiance à ma planification et je sais toujours exactement où je m'en vais. Tu sais, c'est toujours très très clair. Donc, même si les autres font des bons coups, là, pour vrai, moi, j'ai aucune idée c'est quoi leur vision, là. Donc, ça sert à quoi de se comparer? C'est un peu si je comparais la route de quelqu'un qui s'en va à New York alors que moi, je veux m'en aller à Tokyo. Tu sais, on a deux visions complètement différentes. On a bien beau toutes les deux prendre l'avion, mais on s'en va à tellement des visions, à des endroits différents. Tu sais, nos visions sont tellement différentes que ça se compare même pas. Donc, je pense que l'important, c'est ma vision à moi, puis la vision des autres, en quelque part, tu sais, ça me regarde même pas. Maintenant, dernière question numéro 10. Comment tu peux offrir autant de contenu gratuit et que ce soit rentable pour toi de le faire? Puis ça, c'était super important pour moi de répondre à cette question-là parce qu'on me la pose souvent, puis je trouve ça super intéressant à répondre. Fait que je vous réponds juste ici parce que oui, je le sais, j'en donne beaucoup de contenu gratuit, puis j'en ai donné du contenu gratuit depuis le jour 1, et assurez-vous que je vais continuer d'en donner beaucoup. Par contenu gratuit, c'est quoi? Je veux dire, j'ai mon podcast. Depuis que j'ai mon podcast, ça, c'est le contenu le plus... qui, je pense, a le plus de valeur. Je pense c'est vraiment mon podcast. Donc, le podcast 168 heures, j'ai une bibliothèque d'outils gratuits à laquelle vous pouvez vous abonner. Il y a déjà plus de 12 outils gratuits que vous pouvez télécharger, puis c'est vraiment des outils de qualité. J'ai mon blog, 150, 200 billets de blog sur ce blog-là, puis il y a vraiment des conseils pertinents. Je suis invitée à des podcasts, je donne plein de conseils. Bref, il y a beaucoup de contenu gratuit que je donne. Mais c'est justement grâce à mon contenu gratuit que je suis rentable. Puis pourquoi en fait? Parce que quand je sors quelque chose, quand je sors un produit payant, quand je sors un nouveau service ou une nouvelle formation, les gens sont prêts à acheter. Puis les gens, ils ne seraient pas prêts à acheter autant si j'avais pas délivré autant de contenu gratuit avant. Puis je pense que, puis ça je l'ai vraiment appris dans les dernières années, quand on est dans une énergie de service et qu'on donne, ça peut juste nous revenir. C'est une loi, là. C'est comme ça. Là. J'ai jamais perdu en donnant. Là. De un, ça fait plaisir d'être généreux, mais quand on donne, l'ascenseur revient toujours. Toujours, toujours, toujours. Puis je dis que c'est une loi, puis là, c'est parce que la loi m'échappe, mais il y a une vraie loi, là. Il y a un nom là-dessus. Là. Puis là, vous pourrez me le souffler à l'oreille, là. Mais j'ai pas le nom maintenant, ça m'échappe, mais il y a une loi, là. C'est comme ça. Sachez toutefois que moi, je connais mes limites. Hein. Je connais mes limites, je sais ce que je donne, je sais ce que je ne donne pas et je les respecte. Comme je vous donne un exemple.
Quand je reçois des courriels ou des DM de des gens, là, des messages privés sur les médias sociaux, de des personnes qui veulent des conseils, je leur réponds toujours. De un, c'est super important pour moi de répondre à tout le monde. Et je les redirige toujours vers des ressources existantes. Donc, on me demande un conseil, je vais lui répondre en lui disant « Ah, ben je te réfère à tel épisode de podcast ou je te réfère à tel billet de blog. » Et si jamais il n'y a pas de contenu sur le sujet, je vais juste répondre « Merci, je prends note, mais il n'y a pas encore de contenu sur le sujet. Mais merci pour ta question. » Parce que, je veux dire, au volume de messages que je reçois dans une semaine, je ne peux pas me mettre à coacher tout le monde non plus. Puis, ça serait pas juste pour les gens qui me payent un bon prix pour avoir mon service de coaching one-on-one. Tu sais, ça serait pas juste si je coachais tout le monde en DM puis en courriel, là. Et bien, puis aussi, c'est que je n'aurais pas le temps également, bien entendu. Après ça, donner du contenu gratuit aussi, ça nourrit énormément ma visibilité, ça nourrit ma crédibilité, puis ça nourrit aussi ma notoriété. Tu sais, je vous donne un exemple. Est-ce que vous achèteriez un programme de coaching premium de quelqu'un si vous aviez jamais consommé son contenu gratuit? Moi, pour vrai, 100% de mes clientes viennent toujours vers moi parce qu'elles m'ont trouvée pertinente, soit dans mon podcast, ou bien parce qu'ils ont appliqué des trucs que j'avais partagés sur les médias sociaux, ou bien parce qu'ils ont vraiment aimé mes ressources gratuites, par exemple, sur ma bibliothèque d'outils gratuits. De mon côté, même chose. Quand j'achète un coaching, comme là, j'ai acheté le coaching de Karine Ruel. Avant d'acheter, j'y ai pensé parce que c'était un bon investissement pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai écouté ses podcasts. Je me suis dit, elle est vraiment pertinente. Puis j'ai appliqué certains des trucs gratuits qu'elle donnait dans son podcast. Je les ai appliqués, puis ça fonctionnait. Même chose, tous les programmes que j'ai achetés, c'est toujours parce que je trouvais les gens pertinents dans leur contenu gratuit et je trouvais que ça avait de la valeur. Et puis, en fait, toutes ces personnes-là, je me disais, hey, s'ils donnent ça, c'est du contenu gratuit puis que c'est aussi de qualité, imagine si je paye. Puis ça, c'est la même chose aussi. Si mon contenu il est gratuit, puis que vous l'aimez, puis que vous le trouvez de top qualité, parce que je suis pleinement consciente là, que le contenu que je donne, je le sais que c'est de la qualité, puis je sais que je ne reste pas en surface, je sais que je vais en profondeur. Moi, ce que je me doute que vous devez vous dire, c'est « Hey, c'est tellement de qualité son contenu gratuit, imagine si je paye pour travailler avec Émilie, ou imagine si je paye pour acheter une formation avec Émilie, ou imagine si je paye pour avoir son agenda avec Émilie, ça va juste être wow, parce que tout son contenu gratuit est déjà tellement de qualité, tu sais, imagine si je paye. » Et là, parlant de choses payantes, là, parce qu'on va conclure cet épisode-ci, parlant de choses payantes, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimeriez ça, investir intelligemment un beau 37 $? Et puis, en euros, c'est à peu près 25 €, je dirais, là. Je vous l'ai dit, j'offre toujours du contenu gratuit de très, très grande qualité. Alors, imaginez si vous payez 37 $, qu'est-ce que vous pourriez avoir? Je vous replogue ici avec grand plaisir mon bootcamp qui va se dérouler très bientôt, 9, 10, 11 avril. C'est un bootcamp sur 3 jours qui s'appelle « Organisation et mindset de croissance ». C'est un bootcamp qui coûte seulement 37 $. Puis qu'est-ce que vous avez pour 37 $? Vous avez 3 heures de formation avec moi sur 3 thèmes précis. Première journée, on parle de comment on fait pour clarifier les tâches et les projets qu'on devrait prioriser pour se rapprocher de notre croissance. Deuxième journée, on parle de déléguer. Comment on fait pour déléguer efficacement dans le but de justement protéger nos priorités. Troisième journée, on parle de quoi? Eh bien, on va parler de planifier intelligemment ces mois afin de voir venir et arriver à prendre de l'avance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ce bootcamp-là? Bien, non seulement vous allez apprendre plein de choses, vous allez les intégrer dans votre quotidien, vous allez vraiment aussi repartir avec un plan de croissance clair et concret. Puis c'est pas tout parce que je vous donne des bonus, je vous donne 3 cahiers d'exercices pour vraiment intégrer les apprentissages, donc un cahier d'exercices pour chacune des journées du bootcamp. Je vous donne aussi un accès exclusif à un groupe Facebook privé qui va vraiment vous permettre d'échanger avec des personnes qui aspirent à croître, tout comme vous, sans vous épuiser, donc vraiment des gens de votre niveau. Je vous donne aussi un bilan trimestriel qui va vous permettre de faire le point avec les 3 premiers mois de l'année, parce que oui, on est déjà le 1er avril, on a 3 beaux mois de passé dans cette grande année 2024. Donc moi, mon souhait à travers le bootcamp, c'est de vous permettre de réduire vos heures de travail, de réduire votre stress, mais sans réduire votre performance. Puis là, si vous vous dites « c'est pas vraiment possible », ben oui, c'est possible, parce que j'ai déjà été complètement à l'opposé, puis là, aujourd'hui, je suis vraiment dans une position différente, puis je veux vraiment vous enseigner mes meilleurs trucs dans ce bootcamp-là, qui est à seulement 37 $. Donc, si ça vous intéresse, réservez votre place dès maintenant. Le lien est dans les show notes, sinon, rendez-vous sur laplanificatrice.com/bootcamp. Et je suis super excitée par cet événement-là, parce que c'est une grande première pour moi, j'ai jamais fait ça avant, et ben, si ça vous tente, sautez dans cet événement-là avec moi, parce que je ne sais pas si je vais
le refaire. C'est une première, donc je ne sais pas si je vais le refaire. Et si jamais je le refais, étant donné le grand volume d'organisation qui va avec tout ça, ça va juste revoir le jour dans plusieurs mois. Alors voilà. Donc c'est ce qui conclut ce bel et grand épisode-là qui s'appelait De la conception à la croissance. Et je vous ai partagé à travers vos questions mon parcours d'entrepreneur. Et voilà, donc je pense que la suite logique, si ça vous a vraiment parlé, que vous soyez entrepreneur ou non, là, je dois vraiment le préciser, le bootcamp, organisation et mindset de croissance, je crois que c'est vraiment la suite logique. Donc, encore une fois, inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans les show notes ou en vous rendant sur laplanificatrice.com/bootcamp. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour cet épisode bonus et je vous dis à tout bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!